Cette capsule santé vous est proposée par le Centre d'imagerie médicale et de dépistage HOP, un établissement spécialisé dans le dépistage précoce des cancers grâce à des technologies de pointe et une expertise reconnue. Je reçois pour vous, chers internautes, le professeur agrégé Alexis Fortuné Bolenga Libuko, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences de la santé de l'Université Marie-Angwabi, oncologue médical au CHU, chef de bureau, formation au PNLSC, chef de service des équipements médico-techniques au CHU, avec qui nous allons aborder en détail la pathologie du cancer du sein, une maladie qui continue de toucher de nombreuses femmes. Selon une étude réalisée par PAMJ, environ 60 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés chaque année à Brazzaville. Le taux de prévalence au Congo était de 32,3% en 2023. Cette prévalence élevée rappelle l'importance des efforts de sensibilisation, de dépistage et de prévention pour réduire l'impact de cette maladie. Notre échange avec le professeur Bolenga nous permettra donc d'approfondir notre compréhension de cette pathologie, de ses causes, des signes précoces ainsi que des moyens de dépistage et de prévention disponibles pour la population. Bonsoir à vous qui nous suivez. Bonsoir professeur. Bonsoir, madame. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Professeur, tout ce mois d'octobre, nous entendons que ça, sensibilisation sur le cancer du sein. Dites-nous concrètement, c'est quoi cette pathologie du cancer? Le cancer du sein, effectivement, pour le mois d'octobre, qu'on appelle Octobre Rose, qui est le mois de sensibilisation pour le cancer du sein. Le cancer du sein est une maladie qui, aujourd'hui, est prise dans le cadre des maladies chroniques. C'est une maladie due à une, on va dire, altération au niveau d'une cellule du sein, qui était une cellule normale, qui va subir l'effet de certains facteurs, qui sont des facteurs transformants, des facteurs exogènes. Ces facteurs vont agir sur cette cellule qui va perdre l'équilibre normal. Donc une altération qui va s'ajouter. Et une cellule normale dans l'organisme, elle doit se diviser, elle doit se différencier, jouer une fonction et mourir. Mais cette cellule qui a subi l'effet des facteurs de risque de cancer va ne plus faire les mêmes propriétés que la cellule normale. Elle va acquérir de nouvelles propriétés, parmi lesquelles la résistance à la mort naturelle des cellules qu'on appelle apoptose. Donc, cette cellule deviendra une cellule immortelle. Elle va continuer à proliférer, devenir une grosse boule, et cette boule va envahir les autres tissus à côté du sein. Puis, pour donner le caractère agressif et dangereux du cancer, c'est que ces cellules vont se détacher de la grosse boule qui s'est formée pour aller au niveau d'autres organes pour donner de nouveaux sites de la maladie qu'on appelle métastase. Mais professeur, cette pathologie ou bien cette maladie touche particulièrement un bon nombre des femmes. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette maladie ou bien qu'est-ce qui explique cette pathologie? Le cancer du sein ne touche pas que les femmes. En majorité, les femmes, oui, mais les hommes aussi ont des seins. La fréquence de survenue du cancer du sein chez l'homme varie de 0,5 à 1%. Ce qui fait que c'est plus un grand nombre de femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Mais au moins garder à l'idée qu'il y a aussi des hommes qui peuvent être atteints de cancer du sein. Alors, les facteurs de risque, il y en a deux grands groupes. Lesquels? On a les facteurs de risque qui sont des facteurs de risque modifiables ou évitables, qui sont des facteurs de risque exogènes, donc des facteurs liés à notre comportement, à notre style de vie, à notre environnement. Ces facteurs, c'est la nutrition, par exemple. C'est le tabac. C'est le manque d'activité physique. Donc, lorsqu'on mange beaucoup de graisse animale, beaucoup de viande rouge, tout ça sont des facteurs qui peuvent engendrer un cancer. Lorsqu'on fume ou on est exposé de façon passive au tabac, ça reste un facteur de risque. Mais à côté de cela, il y a des facteurs que j'ai dit non modifiables qui sont des facteurs endogènes. Donc, les facteurs de l'intérieur de l'individu. On a l'âge, on ne peut pas modifier notre âge.
Même si les gens parlent d'un âge scolaire de temps à autre pour rectifier et repartir sur une classe inférieure, mais l'âge normal, on ne peut pas modifier. Donc, lorsqu'on a 100 ans, on a 100 ans. Et si on dit qu'à partir de 100 ans, une maladie va se décréter, elle va arriver. D'accord? Donc, on ne peut pas modifier l'âge. Hormis l'âge, il y a des hormones dans l'organisme, ce que nous ne pouvons pas modifier. Mais, par-delà tout, il y a la génétique. Ce que nous héritons de nos parents, donc des mutations héréditaires que les gens peuvent hériter des parents. Donc, voilà un peu, en gros, ces facteurs associés qui peuvent faire que le cancer puisse survenir. Professeur, est-ce que pour une jeune fille âgée par exemple de 12 ans qui connaît ses règles précocement et une jeune femme de 30 ans qui met au monde tardivement, est-ce que ces deux critères peuvent susciter à cette dernière ou bien à ces dernières de contracter le cancer du sein? Est-ce que c'est possible? Très bonne question. Oui, pas à l'âge de 12 ans avoir un cancer du sein, mais un peu plus à un âge beaucoup plus avancé. Pour la simple raison qu'on s'est rendu compte que pour le cancer du sein, il y a une hormone qui est incriminée. Ce sont les oestrogènes. Alors, à quel moment les oestrogènes sont sécrétés en grande quantité chez la femme? Mais c'est au début de la puberté. Et lorsque la jeune femme a une puberté précoce, ça veut dire que pendant longtemps, à un âge très jeune déjà, cette jeune femme va être exposée à de grandes quantités de l'oestrogène. D'accord? Alors, pour une femme qui accouche tardivement, première grossesse, au-delà de 30 ans, 35 ans, là aussi il y a un souci. Pour la simple raison que lorsque la femme est enceinte, on a une diminution de production de l'oestrogène et parallèlement une augmentation de la production de la progestérone. Et donc, vous voyez que la femme, pendant 9 mois par là, va être exposée à de petites quantités d'oestrogène. Donc, c'est déjà bien pour elle. Et quand elle va accoucher pendant l'allaitement, elle aura une production de la prolactine qui permettra aussi de la protéger puisque ça permettra à l'enfant d'être allaité. Donc, l'allaitement, c'est quelque chose qui va aider la femme, surtout lorsqu'elle allaite pendant longtemps. Donc, vous voyez qu'une femme qui voit très tôt ses règles a une exposition très tôt aux oestrogènes. Une femme qui accouche tardivement, ça aussi, c'est pas trop bon. Et surtout, une femme qui arrête de régler très tard, c'est aussi une femme qui est exposée pendant longtemps aux oestrogènes et donc augmente son risque de survenue du cancer du sein. De ce qu'on comprend par là, la jeune fille congolaise aujourd'hui est exposée à ce type de maladie? Parce que nous voyons des jeunes filles mettre au monde tardivement et d'autres qui règlent précocement. Alors, c'est quelque chose qu'on a remarqué. On a essayé de mener des études et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de cancers du sein chez les jeunes dames de moins de 35 ans. Et donc, ça fait une modification de l'épidémiologie par rapport à celle que nous voyons en France, en Europe, mais on voit que chez nous, au Congo, on va dire même dans certains pays africains, que les cancers du sein sont souvent vus à des âges beaucoup plus jeunes que ce qui a été décrit en Europe et en Occident. Professeur Bolenga, on parle de facteurs à risque. Peut-on connaître et comprendre en quoi sont-ils liés au développement du cancer du sein? Alors, les premiers facteurs, comme je venais de le dire, qui sont des facteurs évitables, ce sont des facteurs transformants. Donc, ces facteurs vont agir sur un élément de la cellule qu'on appelle l'ADN qui se trouve dans le noyau. Ça va entraîner des altérations. Ça peut être une mutation, ça peut être une inversion, une mauvaise insertion donc, d'un brin d'ADN. Bon, c'est un peu trop spécifique. Technique. Voilà. Mais ça permettra à ce moment-là de modifier l'information parce qu'au niveau de l'ADN, c'est là où se trouve l'information de la cellule et de l'être humain. Ça va modifier l'information qu'il faudrait donner aux cellules qui vont naître. Et cette information modifiée va faire que les cellules qui vont naître par la suite auront la même information, la même altération. Et cela va s'aggraver au fur et à mesure que la personne sera toujours exposée à ces facteurs de risque. Les autres facteurs qui sont endogènes vont donc utiliser les cellules perturbées par les facteurs transformants pour pouvoir entraîner leur croissance et potentialiser leur multiplication avec de nouvelles altérations. Et donc, c'est tout ce processus qui est lent, qui est multifactoriel,
qui va entraîner la survenue du cancer. Quels peuvent être les signes prédictifs d'un cancer du sein? À quel moment doit-on commencer à s'inquiéter? Honnêtement, il n'y a pas, on va dire, un signe net pour dire, dès qu'on voit ce signe, c'est un cancer du sein. Mais il y a certains éléments qui, normalement, devraient inciter les gens à les consulter. Lorsque vous avez une boule au niveau du sein, ça ne veut pas dire forcément que c'est un cancer, mais c'est mieux de partir faire la part des choses auprès des médecins pour qu'ils puissent savoir si c'est un cancer ou pas. Mais gardez à l'idée qu'une boule peut être un cancer ou toute autre maladie. Lorsque vous avez un écoulement de liquide au niveau du mamelon, De quelle couleur le ça liquide? peut être un liquide clair, d'accord, jaunâtre, rougeâtre. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas normales. Il faut forcément aller consulter. Lorsque vous avez un sein qui est beaucoup plus augmenté de volume que l'autre, mais gardez à l'esprit que de façon normale, naturelle, il y a toujours un sein qui est légèrement plus gros que l'autre. Voilà pourquoi la femme doit connaître les dimensions de son sein convenablement, puisqu'elle doit se mesurer tous les jours. Mais lorsqu'elle se rendra compte qu'il y a un sein qui a pris beaucoup plus de volume, qui devient rétracté ou ascensionné, ça doit l'inquiéter. Lorsque la couleur de la peau d'un sein change, ça doit inquiéter. Lorsqu'on a une dépression, comme on va dire une fossette au niveau des seins, il faut aller consulter. Lorsqu'on a un mamelon qui est rétracté, parce que normalement le mamelon, il doit pointer vers l'extérieur. Alors que normalement il pointe vers l'extérieur, mais lorsqu'il est aspiré à l'intérieur du sein, ça peut être un signe. Mais aussi, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est lorsqu'on retrouve une boule au niveau des aisselles, ça peut aussi être un signe de cancer. À ce moment-là, il faudrait aller consulter. Il y a de ces personnes qui présentent de temps à autre des douleurs au niveau des seins. Ça peut être rien, mais ça peut aussi être un signe. Mais professeur, aujourd'hui, le cancer du sein ne touche pas seulement les plus âgés, les jeunes aussi souffrent de cette maladie, ils ne sont pas épargnés. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on se rend compte que la jeune femme congolaise, moins de 35 ans, souffre de cancer. Ma plus jeune patiente que j'ai suivie, qui est malheureusement décédée, paix à son âme, elle avait 24 ans. C'est à 24 ans qu'on a fait le diagnostic de son cancer. Elle est décédée à l'âge de 30 ans, 32 ans par là. Parce qu'après, il y a eu une évolution, elle était en rémission, dans la surveillance, ça s'est revenu et c'était assez compliqué. Mais elle n'est pas la seule, on en voit pas mal de jeunes filles de moins de 30 ans, de moins de 35 ans, qui développent un cancer du sein. Probablement peut-être qu'il y a ce phénomène de puberté précoce que nous voyons, qui les expose beaucoup plus à une imprégnation œstrogénique, mais peut-être aussi, on n'a peut-être pas fait des études là-dessus, il peut aussi avoir un caractère héréditaire, donc une mutation des gènes BRCA1 qu'on appelle Breast Cancer Antigen de type 1 et 2, qui sont des gènes qui prédisposent les gens à développer, et surtout très tôt, un cancer du sein. Mais vers quel spécialiste se tourner en cas d'apparition des signes avant-curseurs? Alors, lorsque vous remarquez quelque chose, soit vous consultez un gynécologue, ou soit vous consultez un cancérologue. Et là, je profite quand même pour dire une chose. Les femmes doivent apprendre les gestes essentiels. L'autopalpation des seins, ça c'est très important. Ouais. Parce qu'effectivement, la femme est la première personne à se rendre compte qu'il y a un souci au niveau de ses seins. Des fois, c'est le mari. Quand ils sont en bon terme, ils sont ensemble au cours des contacts sexuels, l'un des deux peut se rendre compte qu'il y a quelque chose. Mais à ce moment-là, il faudrait aller à l'hôpital. Et donc, auprès d'un gynécologue ou auprès d'un cancérologue pour faire la part des choses. Et donc, les techniques pour l'autopalpation, c'est simple. C'est une femme qui n'est pas ménopausée, donc qui voit toujours ses règles. Elle va attendre 3-4 jours après la fin des règles pour pouvoir faire son autopalpation. C'est un examen qu'elle fait sur 10 minutes devant un miroir. Elle est dévêtue jusqu'au niveau de la ceinture. Elle a les bras levés. Elle fait les mouvements circulaires de gauche vers la droite pour regarder s'il y a des asymétries ou des éléments discordants au niveau des seins. Remarquer s'il y a des modifications au niveau de la peau, s'il y a une déformation d'un sein. Puis, elle va palper, par exemple, le sein gauche avec la main droite et le sein droit avec la main gauche, sans oublier de palper le creux axillaire pour rechercher une boule au niveau des aisselles. Et finir l'examen par pincer
le mamelon pour voir s'il n'y a pas un liquide qui s'échappe et qui peut orienter cette dame auprès d'un médecin. Professeur, quelles sont les recommandations en matière de prévention de dépistage? Alors, la prévention pour le cancer du sein, parce que le dépistage, c'est aussi une prévention. Hein, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Alors, recommandation, moi je recommande sincèrement avec notre épidémiologie, le fait que j'ai des femmes de moins de 35 ans avec une grande proportion qui développent un cancer du sein et ce cancer du sein chez ces femmes est tellement foudroyant que la majorité décède et très vite. Je recommande aux dames, à partir, moi personnellement de 30 ans, de se prêter au dépistage. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on a des femmes de moins de 35 ans qui développent un cancer du sein et c'est un cancer qui est foudroyant. La majorité on va dire 90% des femmes reçues pour cancer du sein à moins de 30 ans, pour ne pas dire près de 100%, sont décédées. Donc, vous voyez que ça, c'est tellement criard parce que ce sont des femmes qui sont jeunes, qui ont besoin de se réaliser, qui ont, en tout cas, qui ont besoin de vivre pleinement leur vie. Ben, à 30 ans, partir, c'est pas logique pour moi. D'accord? Et donc, l'idéal serait que ces dames commencent déjà par se faire une autopalpation, c'est bien, mais aussi, pourquoi pas, commencer par aller à l'hôpital une fois par année, se faire examiner par un médecin. Merci bien, docteur, professeur. Octobre Rose, mois consacré à la sensibilisation de cette pathologie pour éveiller les consciences. Comment faire passer le message de manière efficace pour sensibiliser les populations? Alors, c'est déjà ce que vous faites, oui. C'est une bonne chose, de venir auprès des sachants pour prendre l'information, pour véhiculer l'information au niveau de la communauté ou de la population en général, que les gens nous suivent et qu'ils comprennent que la maladie est réelle. La maladie, c'est pas un mythe. C'est pas la maladie des Blancs, c'est pas de la sorcellerie, mais c'est une maladie qui existe. Et le cancer, quand il est détecté tôt, très tôt, on a plus de 90% de chances de guérison. Donc, les gens qui nous écoutent, les femmes, 30 ans ou dans la trentaine, faites-vous dépister, venez à l'hôpital, consultez, faites l'autopalpation à la maison, n'attendez pas. Lorsque vous avez remarqué une boule, c'est de venir à l'hôpital pour que l'on puisse faire la part des choses de cette boule, qu'est-ce que c'est exactement. Donc le message, c'est vraiment que les femmes puissent s'adonner au dépistage, parce que dépister peut sauver une vie. Une question pour nos internautes, professeur, comment se pose le diagnostic produit? Alors, le diagnostic, déjà, c'est sur 3 volets. Oui. D'abord, l'examen physique que le médecin fait. Une fois que le médecin a examiné, il a trouvé des éléments, il doit compléter son examen par 2 autres examens, l'échographie des seins et la mammographie qui est la radiographie des seins. Une fois qu'on a retrouvé les éléments qui concordent avec son examen physique, il va pratiquer un geste qu'on appelle biopsie, c'est prélever des morceaux au niveau de la boule ou de la zone retrouvée suspecte à la mammographie et à l'échographie, puis d'envoyer au laboratoire pour faire un diagnostic anatomopathologique. Ce n'est que ce diagnostic qui nous permettra de confirmer la présence du cancer. Mais au cas où le patient est un peu pessimiste du résultat de l'examen, est-ce qu'il y a un moyen pour vous, les sachants, de faire comprendre à ce dernier que réellement il atteint du cancer? Exactement, parce que vous savez, quand vous diagnostiquez un cancer à un patient, en lui donnant l'information lorsque vous faites l'annonce, vous ne vous rendez pas compte que vous brisez son idéal de l'immortalité, parce qu'on pense qu'on est immortel. On ne se dit jamais qu'on va mourir. Mais une fois qu'on dit il y a un cancer, on associe directement le cancer à la mort. Et là, à ce moment-là, on déclenche une détresse psychologique auprès du malade. Et donc, les malades qui refusent le diagnostic, ils sont dans le déni qui n'est que une détresse psychologique que les patients présentent au cours de l'annonce diagnostique. Voilà pourquoi il y a normalement un dispositif d'annonce diagnostic avec les temps qu'il faut respecter pour pouvoir faire passer l'information au patient. Au besoin, associer une personne
que le malade aura choisi, qu'on appelle personne de confiance. On pourra aussi se faire aider d'un psychologue et pourquoi pas d'une infirmière d'annonce qui permettra de relayer les informations que le médecin aura données à ce patient. Professeur Bolenga, selon une étude, seulement à Brazzaville, 600 nouveaux cas sont détectés par an. C'est énorme, hein, tenant compte de la grandeur même de cette maladie. Et c'est pour autant dire que la maladie prend du terrain? Vous savez, oui, plus de 600 nouveaux cas par année, mais je me dis toujours que c'est biaisé ces résultats. Biaisé pourquoi? Vous voyez, ça c'est les chiffres de Brazzaville. Oui. Mais est-ce que tout le monde vient en consultation? Tout le monde ne vient pas en consultation parce qu'il y a le coût financier de tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a des gens qui vont deux fois dans les églises, qui vont voir les tradithérapeutes et qui ne se font pas diagnostiquer rapidement. Ce qui fait que, deux fois, ils décèdent avec leur pathologie. Ils sont morts à l'église, ils sont morts à la maison, chez le tradithérapeute, sans arriver à l'hôpital. Okay. Donc, ça fait que les 600, oui, on veut bien, mais moi, je trouve que c'est toujours sous-estimé. Parce que là, il faut prendre en compte, on reste sur Brazzaville, mais on devrait plutôt donner les chiffres du Congo. Oui. Parce que le Congo ne se limite pas à Brazzaville. Il faut prendre Pointe-Noire, il faut prendre Oyo, il faut prendre Ouando, il faut prendre Dolis. Voir les 12 départements. Exactement. Et donc, si on pouvait, on se rendrait compte véritablement que c'est plus de patients, de patientes qui ont un cancer du sein que les 600 nouveaux cas que l'on diagnostique chaque année. Quels sont les traitements disponibles pour une personne atteinte du cancer? Doit-on forcément faire recours à la chimiothérapie? Pas forcément. Alors, vous savez, des gens qui se font diagnostiquer à temps, ils ont moins on va dire, de possibilités d'avoir une chimiothérapie. Ça sera bénéfique pour eux. Un cancer qui a un stade 1, moins de 2 cm, on peut d'emblée opérer, puis faire une radiothérapie. Après, on verra les éléments dépendamment de l'analyse après l'opération pour voir s'il y a un traitement additionnel à faire. Mais sinon, on peut se limiter à la chirurgie radiothérapie, c'est réglé. Mais des patientes qui viennent un peu plus à des stades avancés ou à des stades de généralisation, oui, la chimiothérapie sera incontournable et ils vont forcément passer par la chimiothérapie. Mais après, il faut quand même prendre en compte qu'aujourd'hui, les cancers du sein ne se traitent plus de la même manière. On ne fait pas la chimiothérapie pour tout le monde. Il y a des traitements aujourd'hui qui sont des traitements personnalisés qui répondent à la carte moléculaire de ce cancer. On appelle la signature moléculaire. Et donc, on va retrouver des anomalies parce que quand on va faire l'analyse microscopique du cancer, il y a des tests moléculaires que l'on fait pour connaître les anomalies perturbées qui ont engendré le développement de ce cancer. Donc, ce sont les anomalies-là qu'il faudrait cette fois-ci aller attaquer. C'est ce qu'on appelle la thérapie ciblée. Et donc, pour faire court, deux grands groupes de traitements, les traitements locaux, chirurgie et radiothérapie. La chirurgie, ça peut être une chirurgie conservatrice, on enlève la boule, on garde le sein, surtout quand la boule est petite. Ou chirurgie radicale, on enlève tout le sein. À ce moment-là, quand on a enlevé tout le sein, on peut faire une reconstruction du sein en mettant une prothèse. On fait la radiothérapie, c'est le traitement par des rayons qui survient après la chirurgie. Puis, le traitement général, on a l'hormonothérapie. Je vous ai dit que les hormones sont incriminées dans la survenue des cancers du sein. On a la chimiothérapie avec son panel de médicaments. On a les thérapies ciblées, je vous en ai parlé, inhibiteurs de tyrosine kinase et des anticorps monoclonaux. Puis, on a la nouveauté, c'est l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est un médicament qui vient booster le système immunitaire pour que ce dernier aille combattre les cellules cancéreuses. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en regardant un bout de cancer au microscope, il y a des globules blancs, donc des cellules immunitaires qui sont autour du cancer mais sans l'agresser. Pourquoi? Parce que le cancer sécrète des substances qui bloquent les globules blancs. Et donc, on apporte des médicaments qui vont lever cette inhibition et permettre donc à ces globules blancs de combattre le cancer. Vous êtes cancérologue au CHU, professeur. Est-ce que la prise en charge inclut également l'aspect psychologique? Oui. La prise en charge, c'est une prise en charge globale. On ne prend pas le patient comme un organe, comme un chiffre. Non, on prend le patient dans sa globalité. Et donc, l'accompagnement psychologique, c'est du début à la fin, dans tout le parcours de soins du patient. La prise en charge psychologique y est. On dirait que la prise en charge est complète au Congo? Oui, sur ce volet. Merci bien. Quel est le rôle que doivent jouer les proches auprès d'une personne diagnostiquée du cancer?
Les proches jouent un rôle important. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on faisait le diagnostic d'annonce, il faudrait toujours que l'on demande au patient de se faire accompagner d'un proche. C'est, en médecine, on appelle la personne de confiance. Cette personne aura même son nom inscrit avec ses contacts téléphoniques dans le dossier du malade, parce que c'est la personne qu'il faut contacter, qui doit souvent accompagner le malade, surtout dans ce parcours de soins, pour aider le malade à pouvoir, on va dire, supporter, à pouvoir vivre cette nouvelle vie de pathologie. Parce que, vous savez, sans accompagnement, on ne peut pas. Il y a beaucoup de patients qui vivent la maladie alors qu'ils devaient vivre leur vie. Dès qu'on lui donne un diagnostic de cancer, il se met dans un état de maladie d'emblée. Moi, j'ai une patiente, il y a peut-être, je crois, 24 heures, on s'est revus, et qui a dit, quand elle venait faire son traitement, elle prenait soin d'elle. Donc, c'est comme si elle partait au travail. Elle se maquillait, elle mettait tout, en tout cas une femme qui n'est pas malade. Et donc, il y a une autre dame qui lui dit, mais pourquoi chaque fois que tu viens, tu as l'impression que tu n'es pas malade, tu accompagnes quelqu'un. Et tu n'es pas comme moi qui vient. Il dit, oui, mais parce que toi, tu habites ta maladie, alors que moi, la maladie, je la combats. Donc, vous voyez qu'il y a, parce qu'elle avait des parents qui essayaient de lui donner du moral, qui l'accompagnaient souvent, et ça, c'est très important. Professeur, est-ce qu'on peut dire que le service de cancérologie au CHU là répond aux attentes des patients? Oui, le service répond aux attentes des patients, dans la mesure où la ressource humaine y est. On peut poser un diagnostic, on peut traiter. On sait que le traitement ne se limite pas seulement à la chimiothérapie, ce que nous faisons. On se retrouve au cours d'une réunion. Lors de cette réunion où il y a plus de 3 spécialistes, on appelle ça réunion de concertation pluridisciplinaire qui va associer le chirurgien, le cancérologue, le radiothérapeute pour pouvoir décider de comment on fera le traitement, quel est le parcours, quelle est la séquence thérapeutique qui commencera avant l'autre, parce que pour le traitement du cancer, c'est des traitements qui sont combinés pour pouvoir traiter la personne. Donc au CHU, oui, il y a une possibilité. Alors, le seul hic on va dire que l'on dénonce, c'est le fait que notre appareil de radiothérapie, donc l'une des modalités thérapeutiques du cancer, actuellement n'est pas fonctionnel. Et ça, c'est pour moi un plaidoyer. Si vraiment l'État peut faire tous les efforts pour qu'on puisse avoir un nouvel appareil pour pouvoir traiter les cancers, un appareil de radiothérapie, ça sera un bénéfice pour nous et pour les patients. Et comment se passe le rapport entre médecins et patients? Le rapport médecin-patient dépend de comment l'annonce diagnostique a été faite. Lorsque vous avez suivi tous les temps du dispositif d'annonce pour pouvoir annoncer à votre patient tout en évaluant sa capacité psychologique à comprendre, à assimiler, si vous avez été doux, vous avez trouvé des mots justes à dire à votre malade, je pense que si cela se passe bien, vous avez une bonne relation patient-malade. Mais si vous restez dans le couloir, le patient arrive, ah oui, madame X, ah oui, vous avez un cancer. Vous choquez le malade parce que vous ne l'avez pas mis dans les conditions pour pouvoir lui faire l'annonce. À ce moment-là, la relation patient-malade est foutue. Donc, c'est ça. Vous êtes en charge des personnes atteintes du cancer. On aimerait savoir le jour, bien la semaine, voire même le mois, combien de patients vous consultez, bien qui viennent pour bénéficier de vos services? Tous les patients qui viennent me voir n'ont pas forcément un cancer. D'accord? Oui. Et donc, on va dire, ça dépend des mois. Il y a des mois où, on va dire, je peux avoir, on va dire, près de 100 personnes que je reçois en consultation. Et dans la séquence diagnostique, on a peut-être, on va dire, 60 qui ont un cancer et le reste ne l'ont pas. Donc, voilà. Après avoir diagnostiqué, par exemple, le chiffre que vous venez de donner tout à l'heure, que fait le CHU? Ou bien ensemble avec ces patients, les familles des malades, quel est le type d'accompagnement que le CHU fait? Alors, vous savez, ça n'a rien à voir avec le CHU, parce que même si c'était à l'hôpital de Talangaï ou à Makelekele ou autre, lorsque un patient a été diagnostiqué d'un cancer, le système sanitaire au Congo n'a pas mis en place un système, en fait, une procédure où le traitement du cancer est gratuit. Donc, de la mise en place diagnostique, donc pour faire le diagnostic et arriver au traitement, c'est le malade qui paye.
Donc, effectivement, que lorsqu'on a fait le diagnostic au malade, on lui dit quelle est la séquence thérapeutique. On a des ordonnances qu'on va éditer. On remettra au patient, à sa famille, et ces derniers pourront honorer à ces ordonnances pour pouvoir se faire traiter. Tenant compte de la bourse des Congolais aujourd'hui, est-ce qu'un Congolais peut répondre au traitement avec le budget? Le Congolais lambda, non. C'est difficile. Donc déjà, c'est bien que les gens se fassent accompagner et que les autres membres de la famille qui n'attendent pas seulement les obsèques pour cotiser, mais que quand quelqu'un est malade, parce que je pense que c'est mieux de sauver une vie que de vouloir enterrer un corps. D'accord? Oui. Et donc, se faire accompagner par les autres et se faire aider est une bonne chose. Mais on a combien de patients qui peuvent faire le traitement? Ils ne sont pas nombreux. Donc, ce qui fait que les aides, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Et les gens arrivent même à vendre les biens pour pouvoir se faire traiter. Et c'est ce qu'on rencontre fréquemment dans la pathologie cancéreuse. Le souhait pour moi serait à l'image du PNLS, à l'image du projet de la tuberculose, que les traitements pour le cancer puissent être gratuits et que l'on puisse donner au programme national de lutte contre le cancer la possibilité de traiter gratuitement les malades. Un mot pour clore notre interview, professeur? Le mot, ça serait le dépistage pour ces cancers. Le cancer du sein, oui, je veux bien. Mais il y a un autre, chez la femme, c'est le cancer du col de l'utérus, qui, à mon sens, est un cancer évitable. Évitable pourquoi? Parce que le facteur de risque, il est connu. Parce que entre la survenue de ce cancer et son début, il y a un gros temps qui s'écoule avec des lésions que l'on peut remarquer et donc que l'on peut facilement mettre en évidence et traiter. Pour le sein, vraiment, de faire l'autopalpation, au besoin, à partir de 30 ans, voire 35 ans, de venir à l'hôpital, faire des mammographies, se faire consulter par les médecins. Ça serait l'idéal. Merci bien, professeur. Merci à vous. On reviendra bien sûr pour parler du cancer du col de l'utérus. D'accord. Octobre Rose pour 2024, c'est fini, mais la sensibilisation, elle continue. Un message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de vous faire dépister selon les indications données par le médecin et pratiquer l'autopalpation pour détecter tôt les éventuels nodules. Et le plus important, ayez une alimentation saine. La capsule santé vous dit au revoir, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule. Merci à vous.